T'es en direct. Attends, déjà c'est comme. Bonjour. Bonsoir. Ce soir, nous fêtons, nous commençons les commémorations de Yom HaZikaron, le jour du souvenir des soldats, des policiers, des pompiers, des forces de sécurité qui sont tombés depuis 1874. La première personne qui a été tuée en 1874 dans la communauté juive à Jérusalem a été tuée par des brigands arabes, et c'était le premier qui a été commencé à enregistrer. Nous sommes aujourd'hui à 23 544 victimes des guerres, dont 3 877 victimes du terrorisme. Il faut savoir que c'est nouveau, relativement, il y a quelques années, que l'État d'Israël a réunifié ces deux victimes, et les soldats et les victimes du terrorisme. Avant, c'était deux événements séparés, et il y a quelques années, le gouvernement, à juste titre, ils ont réunifié ça, puisque les deux genres de personnes sont morts pour la même raison. Donc je dis, il y a 23 544 victimes depuis 150 ans à peu près. Il y a, juste pour l'année 2000, l'année hébraïque qui est passée, depuis Yom HaTzmaut de l'année dernière jusqu'à cette année, il y a eu 97 victimes, dont 37 blessés des années précédentes qui sont morts. Donc c'est à peu près une centaine tous les ans, c'est relativement important. Il y a 4000, à peu près 5000 il y a à peu près 5000 femmes veuves, 9000 parents endeuillés, etc., sans fin. Maintenant, il y a, on a tradition en Israël. Vous savez, ce soir, on commence les cérémonies. Il y a une minute de silence. Demain, c'est la journée où tous les gens vont dans les cimetières pour honorer, se rappeler les proches. Et il y a bien sûr la cérémonie officielle pour les soldats tombés vers midi. Dans l'après-midi, il y a la cérémonie officielle pour les victimes du terrorisme. Et doucement, on approche de l'après-midi. Et demain soir, c'est les festivités. Puisqu'on dit toujours en Israël que comment on dit Mia Yotze Matok. Miaz, Mez Yotze Matok. De l'amertume sort quelque chose de doux. L'amertume, c'est bien entendu Yom HaZikaron, le jour de souvenir, et la douceur, c'est Yom HaTzmaut, puisque nous fêtons demain soir 69 ans de la création de l'État d'Israël. Mais si vous permettez, moi je vais, comme on a coutume en Israël, c'est toujours des témoignages personnels de ces événements. Et si vous permettez, je vais vous donner 3 exemples de gens que j'ai connus qui sont morts. Le premier, c'était mon cousin Germain, à la guerre du Liban en 82 au Liban. J'étais, comme la plupart des soldats, mobilisés pendant la guerre. J'étais au sud de Beyrouth. Et mon cousin Germain était sur le côté au Liban, à côté de la vallée du jour, la vallée Bekata, la vallée entre à l'est du Liban, là où il y avait les forces syriennes. Et bon, dans un combat, il a été tué par les Syriens. Moi, je l'ai su, bien sûr, plus tard, parce que comme j'étais à l'époque, je parle de 1982, il n'y avait pas de portable. Mona, ils ont prévenu, c'est revenu à l'armée pour me rejoindre. Ça a pris presque une semaine pour que j'apprenne que mon cousin a été tué pendant cette guerre. Il avait 39 ans, il avait 5 enfants, 5 garçons, je me souviens. Et donc moi je suis sorti au bout de... Donc la guerre avait commencé le 5 juin, je suis sorti vers le 22 juin. Ils m'ont donné 24 heures de permission. Je suis descendu jusqu'à Dimona pour faire la Shiva. Je suis revenu à Jérusalem, le lendemain je suis parti et je suis remonté au Liban, donc c'était un peu difficile. Donc ça c'était le premier choc que j'ai eu, d'abord
de connaître quelqu'un qui a été tué, en l'occurrence mon cousin Germain, parce que c'est le fils de ma tante, la sœur de ma mère, qui depuis s'en est jamais remis, qui est morte entre-temps, mais qui s'en est jamais remis. C'est difficile. Il a laissé une femme et 5 enfants. C'était pas facile. La deuxième personne que j'ai connue aussi pendant cette guerre, c'était assez original. C'était une personne, c'était un juif français, assez baba cool, comme on disait. Il est arrivé en Israël en 80. Il venait de l'Inde, c'était un baba cool. Et il est arrivé en Israël par la frontière égyptienne, jordanienne. Il s'appelait Eli Prezm. Il est arrivé baba cool comme ça, il a dit je vais écouter Israël. Pas tout à fait juif au niveau de l'identité, mais au niveau, il se promenait un peu dans le monde entier. Et donc il est arrivé en Israël. Il a dit puisque je suis là, je vais étudier un peu les valeurs du judaïsme, le judaïsme, etc. Et il s'est inscrit à un centre d'études du judaïsme qui était dirigé par le rabbin Léon Ashkenazi Manitou à Jérusalem. Il a fait une année de formation à Mayanot, c'était un centre d'études de judaïsme. Il est devenu religieux. Et le même hasard, lui, c'est qu'il s'est marié avec la fille du rabbin de Manitou. Il s'est marié avec elle, donc. Ils étaient tout jeunes mariés, ils avaient 6 mois. La guerre avait été déclarée. Et il est parti au Liban, bien entendu, lui aussi. Et il a été tué au sud de Beyrouth, dans des conditions avec accrochage avec terrorisme, peu importe. Et c'était choquant parce que c'est une personne qui n'avait rien à voir avec lui. 2 ans plus tôt, il était babacool à travers le monde. Il est arrivé en Israël et il est mort. C'est quelque chose de choquant parce que je me souviens, il a été tué vers la fin de la guerre. Moi, j'étais en permission, c'était ma 2e permission à Jérusalem. Il a été tué, ils attendaient que les parents viennent de France pour l'enterrer. Ça a pris un peu de temps. Et je me souviens, à Jérusalem, c'était assez émouvant, puisque c'est une personne qui n'avait rien à voir avec rien. Il était tout neuf en Israël, il y avait beaucoup de gens à son enterrement, même des gens qu'il ne connaissait pas. Ça, c'est le 2e témoignage. Le 3e témoignage, c'est le frère d'un ami qui a été tué, qui est considéré comme le Jonathan Netanyahou du monde religieux. C'est une personne qui s'appelle Emmanuel Moreno, qui était... on peut dire vraiment une personne de très très haut niveau. C'était une personne extraordinaire dans le sens où il avait un grade de Sgan Alouf, commandant en français, commandant, au-dessus de commandant c'est quoi Général. Non. Colonel. Non, avant, colonel, juste en c'est en dessous. dessous. Lieutenant-colonel. Voilà, non, Non, c'est en dessous, ça. Non, c'est en dessous. Au-dessus de commandant, c'est commando. Bon, bref, peu importe, commandant, c'est 2. Et donc, il avait le grade de commandant, alors que c'est en général le grade du chef du chef de l'unité. Il avait quand même ce grade. Il a été tué à la 2e guerre du Liban, là je parle de 2006. Il a été tué, il était dans des opérations secrètes, ils étaient déguisés en soldats libanais, ils sont tombés sur un barrage surpris du Hezbollah, ils échangent de tirs, bref, il est mort. Et c'était une personnalité tellement importante, il faut le savoir, tellement importante. Encore aujourd'hui, à 11 ans après sa mort, sa photo est interdite de publier. Aujourd'hui, 11 ans après sa mort. D'ailleurs, son père, qui est un ami à moi, a fait une lettre au Premier ministre il y a 3 mois qui a dit écoutez, ça suffit, mon fils est mort il y a 11 ans, permettez-moi de mettre sa photo. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Je me souviens quand j'étais à la Shiva, il habitait dans un petit mochard dans le sud du pays. La veille qu'on commençait la Shiva, les officiers de l'armée de son unité sont venus, ont enlevé toutes les photos. À l'heure actuelle, on ne se connaît pas son visage. C'est une personnalité de très très haut niveau qui a été tuée malheureusement dans une opération très secrète. Bref, toujours est-il, c'est que c'est aussi un exemple très important. Maintenant, tout le monde autour de soi, toujours des exemples, des proches, des moins proches. Moi, dans ma rue à Jérusalem, il y a une jeune fille de 18 ans qui est morte dans un autobus. C'était en 1995, une jeune fille qui habitait pas loin de chez moi, est montée dans le bus, et le bus, là dans ce bus il y avait un terroriste, il a explosé, il y a eu je crois 12 ou 13 morts,
malheureusement, en Israël, je ne veux pas dire que c'est quelque chose de courant, mais c'est quelque chose qui existe, qu'il faut prendre en considération. C'est toujours, j'ai envie de dire, en toile de fond, parce que ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre histoire, et c'est, je ne veux pas dire grâce à ça, ou à cause de ça, ou malheureusement, de cette situation, ce qui nous permet de continuer, parce que c'est ces gens-là qui sont partis pour nous, et quand je dis pour nous, je dis aussi pour les Juifs de diaspora. Pas seulement pour nous les Israéliens, je pense que les gens qui meurent en Israël à l'armée ou dans un attentat font partie du peuple juif, et vous, en tant que juif de diaspora, vous êtes aussi concernés de près ou de loin, même si vous ne le voulez pas. Croyez-moi que vos adversaires, vos ennemis, vous le rappellent, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme à travers le monde d'une manière générale. Maintenant, ces événements-là, cette cérémonie sont pleines d'émotions, bien entendu. Il y a toujours des histoires extraordinaires, enfin quand je dis extraordinaire au sens terrible à entendre, pour des gens qui descendent juste faire des courses, ou un type qui finit l'armée. Le dernier, j'ai lu hier dans la presse, qu'un soldat est tué la veille de sa libération. Où il y a des gens qui disent qu'ils devaient quitter pendant la guerre du Liban numéro 2. La guerre a commencé au mois de juillet. Il y a des gens qui devaient finir l'armée au mois de juin. Quand ils ont vu qu'il y avait la guerre, ils ont eu une notion de participer. Ils sont restés encore à l'armée le temps de faire la guerre, d'un, 2 mois. Ils sont morts pendant la guerre. Donc, il y a des histoires terribles d'exemples de donation de soi, de volonté de faire partie des amis, de volonté de soutenir, de défendre les amis. Je donnerai l'exemple du commandant Roy Klein, qui était au Liban en 2006. C'était aussi quelque chose de très important. Et il était avec une unité de Golani. Ils devaient attaquer une maison, etc. Ils étaient dans des terrasses. Et subitement, un terroriste a jeté une grenade à côté des soldats. Et cet officier s'est jeté sur la grenade. Et ses dernières paroles, c'était Shema Israël. Et il est mort et il a sauvé 12 soldats à côté de lui. Et il y a des exemples comme ça extraordinaires qui dépassent l'entendement humain, je dirais même l'entendement même juif. C'est ce qu'on appelle, c'est presque des héros du temps de Bar Korba. Et effectivement, ces gens-là existent aujourd'hui en Israël. Certains sont dans la communauté religieuse, certains ne sont pas dans la communauté religieuse, il n'y a pas de grande différence. À l'armée, puisque moi, je vous donne encore un exemple, moi je suis encore réserviste à l'armée, et je suis dans une unité au front nord. Dans mon unité, on est une vingtaine de soldats, il y a de tout. Il y a beaucoup de Russes, j'ai des Russes, j'ai des Argentins, j'ai des Éthiopiens, il y a un francophone dont moi, et puis les autres, il y a un peu de tout. Donc ce mélange-là, qui fait que... et donc quand j'ai fait l'opération avec eux il y a 2 ans, il y a beaucoup plus de... Il y a bien sûr un toile de fond de motivation de défendre, mais aussi il y a une ambiance de Chaverout, comment on dit, fraternité, amitié. C'est quel que soit, je défends mon copain qui est avec moi, on dort ensemble, on mange ensemble, etc. Donc je soupçonnerais même les gens de l'unité de faire ça plus des fois pour les soldats que pour la grande cause ordinaire. Peu importe, tout ça c'est un toile de fond, tout ça ça se fait, mais je pense que c'est quelque chose qui est tellement fort dans l'unité, qui soude les gens, et malheureusement dans les moments difficiles, on se souvient, moi, encore une fois, pendant la guerre du Liban, la première guerre du Liban, j'étais avec un officier et on marchait dans un terrain. Moi, j'étais dans une unité de démineurs, tout ce qui est le monde de l'explosif, et j'étais avec cet officier-là, on marchait, on était à 4 en train de marcher, et il a trouvé une mine, et il a essayé de la déminer, donc enlever le détonateur. Malheureusement, la mine était piégée, enfin je passe les détails, c'est un autre détonateur inverse, etc. Et il est mort sur place. C'est des choses qui
qui marquent. Mais vous savez, quand on est comme ça, qu'on est en tant que guerre, ça marque tellement qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est imprégné, c'est gravé dans l'esprit qu'on se demande comment on va pouvoir vivre autrement. Mais la force, je pense, de la nature humaine, c'est ce que je me suis dit après la guerre, c'est que la nature humaine s'adapte à tout. On oublie. On n'oublie pas, par exemple, dans les moments, des journées comme aujourd'hui ou du jour où ça s'est passé, mais d'une manière générale, le quotidien, le train-train, prend le dessus. Des fois, ça prend peu de temps, des fois, ça prend beaucoup de temps. Je sais que pour les parents et pour les femmes et les maris, c'est très difficile, mais à un moment où la nature humaine fait qu'on est obligé de se surpasser, sinon on ne peut pas vivre. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu des cas en Israël d'une mère qui s'est suicidée sur la tombe de son fils qui est mort à l'armée. Il y a des cas très durs comme ça. Il y a des gens qui sont moins forts, peut-être malheureusement, qui sont plus influençables et qui ne tiennent pas. Il y a des cas comme ça, mais d'une manière générale, le quotidien essaie de reprendre le dessus et heureusement d'ailleurs, sinon on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 23 544 victimes. Ça touche tout le monde, toutes les familles. Moi, je ne connais pas une famille qui n'est pas touchée. Et donc, on ne peut pas vivre comme ça. Il y a des gens qui prennent plus de temps pour se cicatriser, il y en a d'autres, il y en a qui se cicatrisent des fois pas du tout. Je vais donner l'exemple de ma tante que son fils est mort en 82. Le monde s'est arrêté pour elle. Il y a des cas comme ça, il y a des émotions qui sont tellement fortes qui sont difficiles à contrôler. Mais malheureusement, en Israël, c'est la réalité. C'est difficile de parler de ça parce que on aimerait en parler au passé. Pour dire, voilà, je raconte un film, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui en Israël, ce qui s'est passé hier et ce qui est passé avant-hier peut se passer demain. Vous savez, mon fils est parachutiste maintenant en Israël depuis 1 an et demi. Et il fait des entraînements, des patrouilles, enfin comme tout le monde. Et dernièrement, c'est très intéressant, ils ont été faire un exercice autour de la ville de Safed. Safed, une ville normale, pas la frontière, etc. Et ils ont été aéroportés, etc., etc. Et ce qui était intéressant de savoir, je lui ai dit, écoutez, pourquoi Safed? Je ne comprends pas quel rapport. C'est comme si demain ils allaient faire des entraînements à Beersheba ou à Ashdod. Quel rapport? Eh bien, ils m'ont expliqué que dans une éventuelle affrontement avec le Hezbollah, une des possibilités, c'est que les combats se font chez nous, sur notre territoire. C'est des stratégies militaires de l'autre côté. Donc, on doit se préparer à toutes les éventualités. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on voudrait bien que ce soit parlé au passé, mais ça ne sera jamais passé. Je pense encore une fois, entre nos ennemis du Sud et nos ennemis du Nord, qui sont maintenant, avant nos ennemis du Nord, étaient juste au Liban, maintenant ils ouvrent un front avec la Syrie au Ramat Golan, par l'intermédiaire des Iraniens, etc. Enfin, c'est une salade. Hein. Je pense malheureusement que ça ne sera pas fini. Pour citer simplement le chef de brigade de notre unité, j'étais au Milouim il y a 8 mois, et qui nous disait ne vous posez pas la question est-ce qu'il va y avoir un affrontement avec le Nord, posez-vous simplement la question quand. Tous les étés, vous allez le remarquer en ce moment, les esprits se chauffent. Pour X raisons, pour des raisons différentes, les affrontements avec nos voisins sont toujours en été. Au printemps, ça va du mois de juin en octobre. Pour X raisons. Et donc, c'est aussi nous disait ça. En ce moment, il y a un peu de tension avec la Syrie. Il y a toujours la tension un peu au sud. Je ne serais pas étonné. Si encore c'est qu'il y a encore des combats cet été. Avant, nous avions des guerres tous les 10 ans. 48, 56, 67, 73, 82. Après, on est passé moins. Après, de 82 à 2006, le silence total. Ils n'ont peut-être pas eu la possibilité ou la volonté. Depuis 2006, il y a à peu près tous les 2 ans. 2006, il y a après 2008 à Gaza,
2010 à Gaza, 2014 à Gaza aussi. Donc ça se rapproche, comme disait Coluche, ça se rapproche chez nous. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on le sent beaucoup plus en Israël aujourd'hui. Et toutes les générations des soldats, toutes sont tous touchés à tous les niveaux. Je disais tout à l'heure, mon fils a 20 ans à l'armée aujourd'hui. Il me dit, papa, on nous parle du Golan, peut-être Gaza, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. J'espère que non. Et si oui, j'espère que ce sera rapide et efficace. Je ne sais pas comment ça va passer. Il va y avoir malheureusement des gens qui vont s'ajouter à cette liste. Mais c'est peut-être le prix qu'il faut payer pour rester dans cette région. Vous savez, il y a une blague qui dit quand Moïse, vous savez que Moïse bégayait. Et quand on lui a dit où tu veux aller, il a dit caca. On pensait qu'il allait dire au Canada, il était au Canaan, et voilà ce qu'on a. C'est toute l'histoire de notre peuple qui doit affronter cette situation, et j'espère que, quoi qu'il arrive, on s'en sortira vainqueur. Et qu'on continuera à développer ce pays qui a beaucoup de qualités, croyez-moi. On n'a pas de matière première, on a beaucoup de matière grise, et c'est ça qui nous sauve. Et je vous invite tous à venir en Israël dans ces moments très émouvants. Et après-demain, l'anniversaire, je vous rappelle que cette année, on fête 50 ans de la réunification de Jérusalem. C'est des événements qui sont très importants. 8 jours à Jérusalem, c'est du 21 au 28 mai. Et l'année prochaine, bien sûr, on aura les 70 ans. Il y aura encore, vous savez, il y a des gens en Israël qui ont connu le peuple juif perdu, qui n'avait pas d'État d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir des gens, des rescapés de la Shoah, qui vont aujourd'hui être en Israël, un pays indépendant, souverain, avec une armée très forte, et qui, grâce à cette armée, on peut vivre normalement. Et donc, je vous invite à tous à venir visiter Israël pendant ces moments importants, et même pas pendant ces moments, pendant toute l'année, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci. Merci.